en ligne, donc on avait beaucoup d'inscriptions au webinaire en ligne. Bienvenue à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'introduire la présentation d'un collègue et ami. Donc Bruno Gélinas-Fauché est ici aujourd'hui avec nous. On est chanceux, évidemment, il est en Angleterre, mais là il est au Québec pour quelques jours, donc on a pu l'attraper pour une présentation. Donc, Bruno, c'est le genre de personne dont la biographie peut prendre à peu près 10 minutes, mais j'ai quelques petits points à me parler avant qu'il commence. Donc, il est candidat au doctorat en droit international à l'Université de Cambridge. Il a aussi travaillé comme auxiliaire juridique auprès du président de la Cour internationale de justice. Bruno enseigne à titre de chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Puis il est aussi un alumni du programme de leadership en politique publique Action Canada. Donc c'est là où on s'est rencontrés et on est devenus amis. Aujourd'hui, Bruno va nous parler de la reconnaissance du préjudice écologique par la Cour internationale de justice. Donc sa présentation va durer à peu près 40-45 minutes. Puis ensuite de ça, on va pouvoir prendre un petit 10 à 15 minutes de questions. Donc, Bruno, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Puis d'ailleurs, pendant le programme d'Action Canada, on avait eu la chance d'être ici même dans le bureau. Alors, c'est quand même un bon souvenir de pouvoir revenir dans d'autres circonstances. Alors, effectivement, je vais parler mon sujet de la présentation, la reconnaissance du préjudice écologique par la Cour internationale. Ça peut sembler très technique, très juridique, mais j'ai tenté, avec plusieurs efforts, de vraiment essayer de décortiquer et de simplifier ça, même surtout en fait pour une audience qui n'aurait pas les réflexes ou une connaissance approfondie du droit international. Ma présentation se divise en 5 points. Tout d'abord, je vais justement faire un résumé ou donner un contexte un peu. Qu'est-ce qu'est la Cour internationale de justice? C'est quoi son rôle pour développer le droit international? Ensuite, je vais parler de l'affaire qui nous intéresse ici, où on a vraiment établi des principes juridiques qui vont être de portée plus générale, qui est l'affaire Costa Rica contre Nicaragua. Je vais vous dire dans quel contexte cette affaire-là est apparue, c'est quoi les questions à litige. Et je vais ensuite passer à l'argumentaire des parties. Et là, ça va être une section qui peut-être va être plus familière pour plusieurs d'entre vous, parce qu'il va être question de méthodologie, notamment pour évaluer certains dommages écologiques, notamment la perte de puits de carbone et donc la quantification de ces pertes-là, et finalement la décision de la Cour. Quels sont les principes? Comment est-ce que ces principes-là peuvent être appliqués ensuite dans d'autres situations? Et je vais finir par quelques réflexions critiques, et ces réflexions-là vont être centrées naturellement sur, disons pour essayer de générer plus d'intérêt sur la question de la régulation des gaz ou de la séquestration des gaz à effet de serre. Si je commence par mon premier point, la Cour internationale de justice, qu'est-ce que c'est? Si je le résume de façon très, très, très grossièrement, on dirait que c'est l'organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Donc, c'est l'un des 6 organes principaux. Vous avez le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, mais celui qui est judiciaire, qui est là pour rendre des décisions sur la base du droit international, c'est vraiment la Cour internationale de justice. Elle est située à La Haye. Elle est composée de 15 juges, des juges qui viennent de vraiment partout dans le monde, et ces juges-là sont élus justement par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. La Cour a été fondée en même temps que l'ONU en 1945 et d'ailleurs, sa création était prévue dans la Charte des Nations Unies. Donc, comme je disais, c'est vraiment l'un des organes principaux. Ce n'est pas un organe subsidiaire qui aurait été créé, par exemple, par l'Assemblée générale. C'est vraiment un des organes qui était là dès la fondation de l'ONU en 1945. Le deuxième point, si je dis la mission, c'est de régler, conformément au droit international, les différents ordres juridiques qui lui sont soumis par les États. Il y a 2 points que je veux souligner ici. Conformément au droit international. C'est vraiment important de situer ici dans quel ordre juridique on se situe. La Cour internationale de justice, son nom le dit, c'est vraiment des litiges entre États qui impliquent le droit international. C'est un corpus juridique qui est différent de ce qu'on a, par exemple, au Canada, aux États-Unis ou aux Pays-Bas, où on a certains litiges ou certaines causes dans les tribunaux où des gens vont, par exemple, demander réparation pour les changements climatiques
ou pour des dommages environnementaux. Ces litiges-là se passent selon les règles du droit interne, les règles de droit canadien, les règles de droit américaines, les règles de droit néerlandaises, etc. Ici, on est dans un autre ordre juridique, celui du droit international, qui opère indépendamment. C'est sûr qu'il y a certains parallèles, mais c'est vraiment deux ordres juridiques indépendants. L'autre point à souligner sur qu'est-ce qu'est la Cour, c'est que elle règle les différends qui lui sont soumis par les États. Elle n'a pas une juridiction qui est obligatoire. Et je veux m'expliquer par là, c'est que les États doivent accepter de lui soumettre des causes. C'est pas comme un tribunal au Canada où vous pouvez décider de poursuivre votre voisin pour X, Y, Z. Votre voisin n'a pas le choix de se présenter devant les tribunaux, ils ont une juridiction obligatoire. La Cour internationale de justice, elle, les États doivent consentir à s'y présenter. Ceci étant dit, on peut consentir de façon générale. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on signe un traité sur la protection d'une zone maritime, bien, on peut prévoir à la signature du traité ce qu'on va appeler une clause compromissoire, qui dit que tous les litiges qui peuvent émaner de ce traité-là vont être réglés par la Cour internationale de justice. Donc, on consent, disons, à l'avance que tous les litiges. Et là, dans ce cas-ci, la Cour va avoir juridiction obligatoire. Ça, c'est pour l'aspect plus technique. C'est quoi la Cour? C'est quoi son rôle? Mais ce que je veux surtout souligner, c'est le troisième point, c'est son rôle central pour développer le droit international. Parce qu'au-delà de son, disons, où elle se situe dans l'infrastructure des Nations Unies, elle a une autorité qui est vraiment immense lorsqu'elle se penche sur une affaire et qu'elle interprète le droit international, développe le droit international. De par son statut, ces principes-là sont immanquablement appliqués dans plusieurs autres juridictions internationales, que ce soit même des organes politiques comme l'Assemblée générale ou d'autres tribunaux spécialisés, comme le tribunal sur le droit de la mer ou la Cour permanente d'arbitrage. Donc, c'est un peu un rôle de leader, un rôle de, disons, d'autorité dans le domaine du droit international. Ça, petite note sémantique pour finir cette section-là. Donc, la Cour internationale de justice, CIJ, à ne pas confondre avec une multitude d'autres tribunaux internationaux qui se retrouvent également souvent à La Haye, comme la CPI, la Cour pénale internationale, la CPA, la Cour permanente d'arbitrage, etc. Souvent, ces tribunaux-là sont très spécialisés dans le droit criminel, le droit maritime, etc. La Cour, c'est celle qui est la plus générale et celle qui, comme je le disais, a une autorité vraiment très grande en matière de droit international. Maintenant, on en arrive à l'affaire qui nous intéresse ici, celle où on a vraiment développé les principes en matière de dédommagement environnemental. Parce que la Cour ne peut pas se saisir elle-même d'une affaire. Il faut que, afin d'énoncer les principes applicables, elle soit saisie par deux États qui se présentent devant elle. Dans ce cas-ci, la cause qui nous intéresse, c'est Costa Rica contre Nicaragua. C'est une cause qui date de 2010, ça fait déjà 8 ans que ça a débuté. Et à la base de ce litige-là, les deux parties se contestaient la souveraineté sur une petite partie de ce qu'on appelle Isla Portia, c'est-à-dire le petit triangle ici entre le fleuve San Juan, la mer des Caraïbes, et ici le petit canal. Donc, les deux parties revendiquaient la souveraineté et, en 2010, le Nicaragua a décidé de creuser un canal que les parties appellent un caño. Pourquoi, vous me direz, ils voulaient essentiellement draguer un canal dans ce qui est une zone humide où il n'y a pratiquement aucune habitation. C'est en fait parce qu'il y a des anciens traités entre les deux pays qui disaient que la frontière allait être délimitée par le fleuve San Juan jusqu'à la mer des Caraïbes et le Nicaragua disait qu'anciennement, il y avait un petit canal ici et que c'est là que ça allait jeter dans la mer et donc disait qu'il faisait simplement restaurer le canal et que donc, si la frontière maintenant se situait ici, bien, toute cette partie-là, ça appartenait au Nicaragua. Évidemment, le Costa Rica n'était pas d'accord et est allé devant la Cour internationale de justice pour demander à ce que lui soit reconnue la souveraineté. Alors que l'affaire était devant la Cour, le Nicaragua a continué, a creusé deux autres petits canaux ici en 2013, donc 3 ans plus tard. Encore une fois, avec la même logique, on disait, bien, essentiellement, s'il y a un canal ici et que des sédiments ici, bien, on pouvait gagner cette petite partie de terre. Il faut dire que c'est vraiment, c'est tout petit, c'est environ 3 km² cette partie-là.
Mais comme on va le voir, ça a une importance particulière en droit de l'environnement parce que c'est une zone humide qui est listée dans la Convention de Ramsar qui protège les zones humides d'importance internationale. Donc, c'est quand même une zone très importante en matière environnementale. Donc, 2010, 2013, on a les procédures devant la Cour, on a les audiences, et en 2015, on a un jugement. Et le jugement nous dit essentiellement que ce territoire-là, le territoire litigieux, il appartient au Costa Rica. Et la Cour aussi déclare que les activités du Nicaragua, notamment le creusement de 3 caños et l'établissement d'une présence militaire, parce que, bon, le Nicaragua avait aussi mis des petits camps militaires pour essayer d'établir sa présence, bien, ces activités-là emportaient violation de la souveraineté territoriale du Costa Rica. Maintenant, ça, c'est seulement une partie de la conclusion, parce qu'en droit international, si un État, on reconnaît la violation, on doit ensuite parler de la réparation. Et la Cour va dire, bon, puisqu'il y a eu violation, le Nicaragua a l'obligation d'indemniser le Costa Rica à raison des dommages matériels qui lui ont été causés par les activités illicites auxquelles il s'est livré sur le territoire costaricain. C'est quoi ces activités illicites-là? Bien, on a creusé les canaux, mais ça a immanquablement causé des dommages environnementaux. Parce que pour faire le dragage des canaux, on avait vraiment pardonnez-moi l'anglicisme, on avait clairé une certaine partie de la végétation, on avait coupé plusieurs arbres. La Cour en est venue à la conclusion que le Nicaragua avait abattu près de 300 arbres, certains très vieux. La preuve relevait qu'il y en avait qui étaient vieux de 200 ans, et avait dégagé environ 6,19 hectares de végétation. Et vous avez ici des photos qui sont tirées de la preuve qui avait été présentée au procès, qui démontrent un petit peu les dommages environnementaux qui avaient été causés. Maintenant, la Cour, ce qu'elle va faire, elle va dire aux parties, bon, Nicaragua, vous avez l'obligation de réparer, mais je laisse l'opportunité aux parties de négocier. Je vous donne 12 mois, parce que c'est une pratique courante en droit international, parce qu'on préfère que les parties s'entendent entre elles, au lieu d'imposer certaines choses. Donc, la Cour va dire, si vous pouvez vous entendre sur la réparation à payer, je vous laisse une certaine période. Mais après 12 mois, les parties ne s'étaient pas entendues, et donc le Costa Rica est revenu à la Cour pour demander à la Cour de juger quel était le dédommagement approprié dans cette affaire-là. Et c'est ce qui a amené au jugement assez récent, environ 8 mois, du 2 février 2018, qui lui porte uniquement sur l'indemnisation. Alors, dans cette phase-là, le Nicaragua ne pouvait plus dire « Ah, j'ai pas coupé les arbres » ou « j'ai pas causé de dommages ». Non, la Cour avait déjà déclaré ça en 2015. Là, c'était vraiment sur quelles sont l'étendue et la nature des dommages et quelle est la valeur monétaire à attribuer à ces dommages-là. Et c'est ce jugement-là qu'on va regarder plus en profondeur et d'où émanent certains principes en matière de dédommagement environnemental. Pour comprendre vraiment la nature du jugement, je vais passer tout d'abord en revue la position des parties, leur argumentaire. Qu'est-ce qu'ils présentaient comme évaluation des dommages? Qu'est-ce qu'ils présentaient comme méthodologie? Et on va commencer naturellement par le Costa Rica, parce que c'était lui le demandeur, le requérant qui demandait à être indemnisé. Et comme tout bon avocat, je commence par un tout petit commentaire en disant que la présentation d'aujourd'hui, ça porte sur les dommages liés à l'environnement, les préjudices écologiques, mais le Costa Rica avait aussi une panoplie d'autres demandes. Et donc, il avait catégorisé ça en deux postes distincts, les dommages à l'environnement dont on va traiter, et l'autre qui était les frais et dépenses occasionnées par les activités du Nicaragua. C'est pas du tout controversé en droit international. Pensez, par exemple, à le Nicaragua avait construit un canal, le Costa Rica, lui, a dû construire une digue pour empêcher l'eau de passer, pour permettre aux sédiments de s'accumuler. Et donc, pour construire la digue, il a dû acheter du matériel. Il a dû, il y avait un navire, il y avait des avions qui avaient été envoyés, il y avait les salaires des personnels qui avaient été engagés, les photos satellites. Tout ça, ce sont des frais et dépenses qui découlent directement de l'acte illégal du Nicaragua, qui ne sont pas controversés parce qu'ils sont reconnus de façon assez évidente en droit international. Ce qui était plus controversé, c'était les dommages environnementaux que moi j'ai intitulé dans ma présentation le préjudice écologique. On va voir dans quelques instants c'est quoi, mais ce sont surtout des biens et services environnementaux.
la prévention de l'érosion, la séquestration du carbone, etc. Des choses donc qui sont moins, disons, concrètes que les frais et dépenses occasionnés. Mais comme je le disais, après cette petite précision-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce postulat des dommages environnementaux. Là, Costa Rica, dans son argumentaire, devait faire deux choses. Un, déterminer qu'en droit international, on pouvait bel et bien dédommager ce type de dommages-là. Parce que ce n'est pas acquis. Deux, il fallait qu'il présente une méthode d'évaluation pour quantifier les pertes qui avaient été subies. Et c'est là qu'on regarde plus en détail quelle était la méthode utilisée par le Costa Rica. Première chose, c'est que le Costa Rica a sous-traité à... Oui? Vous avez dit que ce n'était pas acquis qu'on puisse avoir des... Donc, c'était la première fois qu'un État demandait réparation pour ce type de... Ben, en fait, il y a eu, disons, un autre précédent qui était la Commission d'indemnisation des Nations Unies. Je vais revenir un petit peu plus en détail lorsque la Cour elle-même dit que c'est la première fois qu'elle doit se pencher sur la question. Elle va mentionner un autre précédent, c'est de la Commission d'indemnisation, mais ça revient un peu à ce que je disais, c'est que oui, il y avait eu peut-être une pratique qui existait, qui était spécialisée, mais c'est la première fois que la Cour internationale venait généraliser cette conclusion-là et venait l'appliquer de façon générale en droit international. Je vais revenir lorsqu'on va regarder les principes directeurs qui ont été évalués par la Cour. Ce que je disais, c'est que le Costa Rica, là, dans son argumentaire, pour déterminer quelle était la méthode d'évaluation, a décidé de sous-traiter cette tâche-là à un organisme qui s'appelle la Fondation Neotropica, un organisme, un ONG costaricaine qui se spécialise dans les dommages environnementaux. Et ce que la Fondation va faire dans son rapport, elle va dire il y a plusieurs façons d'évaluer les dommages environnementaux en général. Il y a une pratique nationale dans plusieurs pays, une certaine pratique internationale dans des organes comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement, etc. Et ça va, le choix de la méthode va vraiment dépendre de la nature du préjudice, de l'uniformité du préjudice subi, et va dépendre de plusieurs facteurs essentiellement. Par contre, dans le cas présent, la Fondation va dire la méthode appropriée, celle qui reflète le mieux les circonstances, c'est celle de la méthode des services écosystémiques ou aussi appelée le cadre d'évaluation des services environnementaux. C'est celle que la Fondation décide de retenir. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est très familier pour plusieurs d'entre vous. Donc, la méthode des services écosystémiques tient pour acquis que la valeur d'un environnement se compose des biens et services susceptibles ou non d'être commercialisés. Les biens et services commercialisés ont une valeur d'usage direct, tandis que ceux qui sont non ou qui n'ont pas de potentiel de commercialisation vont avoir une valeur d'usage indirect, et le Costa Rica soumet que la valeur totale de l'environnement doit comprendre à la fois la valeur d'usage direct et la valeur d'usage indirect. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la Fondation va dire, vu le temps très restreint ici, il va falloir utiliser la méthode de transfert de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de temps, de ressources pour accumuler assez d'informations. Donc, on va se baser sur des études qui évaluent les dommages pécuniaires subis à des écosystèmes similaires. Et on va transférer ensuite cette valeur-là à l'écosystème en question. La Fondation va nous dire, il y a 22 catégories de biens et services environnementaux qui sont susceptibles d'être affectés ici, mais elle va ramener ça à 6 pour lesquels elle demande un dédommagement. Dans son rapport d'expert, la Fondation dit que ce n'est pas parce que ce sont les seuls services qui ont été affectés, mais c'est ceux pour lesquels il y avait assez de données. Les autres services, il y en avait qui étaient des données insuffisantes pour pouvoir procéder à une évaluation pécuniaire, donc on les a mis de côté et on a retenu vraiment ces 6 biens et services environnementaux. Sur les 6, vous les voyez inscrits ici, le bois sur pied ou les arbres abattus, les autres matières premières, surtout fibres et énergie. Le troisième, sur lequel je vais mettre l'accent dans la présentation, ce qu'on appelle la régulation des gaz.
On décrit ça plus en détail comme la disparition des services de séquestration de carbone, atténuation des risques naturels, on parle par exemple de l'inondation côtière ou de l'intrusion saline, formation du sol et lutte contre l'érosion, et sixième, biodiversité, surtout en matière d'habitat et de zones de reproduction. Pour ces 6 catégories de biens et services, la Fondation va procéder à une évaluation pécuniaire, toujours en se fondant sur des valeurs de transfert. Si je prends celle de la régulation des gaz, j'ai retranscrit ici le tableau qui se retrouvait à l'annexe du rapport. On va utiliser comme valeur par hectare 14 982 $. Cette valeur-là se fonde sur une étude qui avait été faite au Costa Rica et qui touchait une zone qui était dans la péninsule de Nicoya, donc sur la côte pacifique du Costa Rica, mais qui était assez précise sur les stocks et les flux de carbone. Et le Costa Rica dit qu'on peut appliquer cette valeur-là essentiellement à la zone humide dans la mer des Caraïbes. Ensuite, on multiplie cette valeur-là par le nombre d'hectares. Et le Costa Rica va également le Costa Rica va dire que les dommages doivent être évalués sur une période de 50 ans, ce qui constitue, selon lui, une estimation modeste nécessaire pour que la zone touchée se reconstitue. Elle va également appliquer un taux d'actualisation de 4 %, et il y a une certaine discussion dans le rapport d'experts à savoir est-ce que, en droit environnemental, vous savez peut-être certainement mieux que moi, la Fondation adopte ce taux-là, notamment, c'est pas nécessairement parce qu'il y a une pratique qui vient étayer ça, mais surtout parce que au sein même, au Costa Rica, le tribunal de l'environnement lui-même avait rendu un jugement qui adoptait un taux de 4 %. Donc, ça venait, si je me permets de parler, ça venait lier les mains un peu de la Fondation que d'appliquer un taux d'actualisation qui était différent de celui qui était appliqué dans sa propre pratique nationale. Si on applique ça, donc, sur une période de 50 ans, taux d'actualisation de 4 % avec une valeur à l'unité de 14 992 $ américains, c'est quoi C2010 et C2013? Ben, c'est le canal de 2010, celui où il y a eu le plus de dommages environnementaux, et ensuite le canal de 2013. Il y en a un qui était qui avait pratiquement aucun dommage, donc c'est vraiment celui-ci, donc le canal de 2013 et le canal de 2010. Et on en vient à une valeur totale de 937 509 $ pour le dommage causé, c'est-à-dire 300 arbres abattus et environ 3 hectares défrichés. Maintenant, qu'est-ce que le Nicaragua va répondre? Quelle méthode d'évaluation? Parce que je vous rappelle que le Nicaragua, il ne peut pas simplement nier qu'il n'y a rien fait de mal. Non, il doit engager au même niveau, c'est-à-dire que la Cour a reconnu qu'il y avait eu violation du droit international. Donc, le Nicaragua doit, en fait, ce qu'il fait en l'espèce, présenter sa propre méthode d'évaluation des dommages environnementaux. Cette méthode-là, la Cour la nomme le coût de remplacement des services écosystémiques ou frais de remplacement. Ce qui est intéressant, c'est que cette méthode-là, on accepte en principe que on vient indemniser des dommages environnementaux, ce que j'appelle ce qu'on peut appeler le préjudice économique. Pardonnez-moi, je vais trop vite pour mes propres notes. Bon, c'est quoi le coût de remplacement? Encore une fois, je suis convaincu qu'il y en a qui sont très connaissants dans ce domaine-là. Mais donc, pour calculer ce coût de remplacement-là, il convient de se référer au prix qui devrait être payé pour financer la conservation d'une zone équivalente jusqu'à ce que les services fournis par la zone touchée soient rétablis. Et ensuite, le Nicaragua arrive avec un montant de 309 $ par hectare par an pour des frais de remplacement. D'où est-ce qu'il tire ce montant-là? Ben, le Costa Rica avait lui-même un programme, un régime national de conservation de l'environnement où il offrait à des fermiers ou des communautés ce prix-là de 309 $ pour accepter de conserver
certaines zones humides qui donc devaient être laissées pour compte. Et donc, elle se dit, ben, si c'est la valeur que le Costa Rica transfère à l'ensemble des biens et services environnementaux, on va appliquer cette valeur-là à la zone humide d'Isla Portillos, avec une période de entre 20 et 30 ans et un taux d'actualisation de 4 % également, ce qui donne un résultat entre 27 034 et 34 987. Par contre, le Nicaragua va également critiquer ou s'engager sur la méthodologie présentée par le Costa Rica, celle des services écosystémiques. Et elle va dire, même si on adopte la méthode du Costa Rica, il y a des problèmes avec la méthodologie. Et la critique peut être résumée en 3 grands points, à savoir que le Costa Rica suppose à tort l'existence de services environnementaux qui n'étaient en réalité pas fournis par la zone touchée par les activités nicaraguayennes. C'est, on va le voir un petit peu plus en détail dans la prochaine slide, mais c'est l'atténuation des risques naturels et l'érosion du sol. Le Nicaragua dit qu'il n'y a aucune preuve pour démontrer que ces 2 services-là en particulier ont été affectés. Ensuite, on conteste la période de 50 ans, donc postule à tort que l'ensemble des biens et services touchés constitueront de partie de dommages causés pendant 50 ans. On contestait la méthodologie du Costa Rica parce que la période de 50 ans était basée sur un échantillonnage de certains des arbres dans la région, mais on avait choisi seulement certains arbres qui dépassaient un certain diamètre. Donc, le Nicaragua disait que ça venait fausser les calculs. Il disait essentiellement que 50 ans, c'était beaucoup trop exagéré comme période de reconstitution. Et la troisième critique qui nous intéresse particulièrement, c'est que le Nicaragua dit, même en acceptant votre méthode, vous avez mal évalué les services de régulation des gaz dans la zone. Pourquoi? Ben, il y a 2 principaux arguments que le Nicaragua va dire. Il va dire, premièrement, le service de régulation des gaz, ça profite au monde entier. C'est un service écologique qui bénéficie pas juste au Costa Rica, mais à tout le monde. Et le Costa Rica ne peut pas donc réclamer l'ensemble du préjudice qui émane de ce service-là, parce qu'il a le droit à seulement une infime partie. Il faudrait pour le Nicaragua quantifier le préjudice et ensuite le diviser en, ben, ils n'élaborent pas sur cette méthode, mais le diviser en soit sur une base du PIB ou sur la base en fait, ils n'élaborent pas comment il faudrait le diviser, mais ils disent que le Costa Rica n'a pas le droit de réclamer l'ensemble du dommage qui émane de ce service-là. Et la deuxième chose, c'est qu'ils critiquent l'étude en tant que telle sur laquelle a été basé le transfert de valeur. Et sur ce point-là, ils disent que l'étude qui avait donné le 14 982, c'était un mémoire de maîtrise publié par une étudiante au Costa Rica et qui avait été non évaluée par les pairs et non publiée. Donc, ils disent c'est pas une étude fiable et ils vont citer plusieurs documents internationaux qui disent que la méthode des services écosystémiques peut effectivement se fier sur le transfert de valeur, mais qu'il y a certaines choses à respecter pour s'assurer de la fiabilité, notamment que ce soit les études sur lesquelles on se fonde soient des études évaluées par les pairs, qui sont fiables, etc. Non seulement c'est la nature de l'étude, mais le Nicaragua va dire que le Costa Rica n'a pas vraiment démontré comment les 2 écosystèmes en question étaient similaires. Donc oui, l'étude parlait de la péninsule de Nicoya au Costa Rica, mais l'écosystème de cette péninsule-là était assez différent de l'écosystème en question dans Isla Portillos. Donc, on attaque vraiment plus, si vous voulez, la méthodologie du Costa Rica. Et j'ai sorti une petite citation du mémoire. Je vais vous rappeler la somme qui était réclamée pour 5 ans pour régulation de gaz. Le Nicaragua va dire « Cette prétention est si exorbitante qu'elle confine purement et simplement au fantasme. » Et je dois vous avouer que c'est un langage qu'on ne retrouve pas souvent dans les plaidoiries. C'est un langage qui est assez fort. On retrouve souvent ça à la Cour suprême des États-Unis, mais à la Cour internationale, il y a quand même une certaine retenue. Donc, disons que le Costa Rica était assez fort dans ses prétentions à ce niveau-là. Maintenant, c'était l'argumentaire des parties. Quelle est la décision de la Cour? La première chose, c'est que la Cour
accepte le principe, et ça me permet de revenir à la question, c'est la première chose qu'elle va faire avant de se demander quelle est la méthodologie, quelle valeur est-ce que les services environnementaux peuvent avoir. La Cour accepte le principe, je vous ai sorti les 2 paragraphes pertinents. On nous dit, premièrement, la Cour n'a jamais auparavant statué sur une demande d'indemnisation pour dommages environnementaux. Il est cependant conforme au principe du droit international régissant les conséquences des faits internationalement illicites, et notamment au principe de la réparation intégrale, alors, de conclure que les dommages environnementaux ouvrent en eux-mêmes droit à l'indemnisation, en sus des dépenses engagées par l'État en conséquence de tels dommages. Et la Cour note que les parties s'entendaient d'ailleurs sur ce point, parce que même en acceptant la méthode des frais de remplacement du Nicaragua, le Nicaragua dit il y a une valeur aux services environnementaux. Petite note méthodologique, pourquoi la présentation est intitulée le préjudice écologique? C'est parce que la Cour travaille à la fois en français et en anglais, et on parle des dommages environnementaux en eux-mêmes, c'est-à-dire pour les différencier d'un dommage environnemental qui pourrait être, par exemple, comme je disais, construire une digue pour éviter qu'il y ait une inondation, etc. Alors, c'est pour ça que j'utilise la méthodologie plus, dans la littérature juridique française, on va parler plus du préjudice écologique pour le distinguer vraiment des dommages environnementaux. La Cour, elle, parle de dommages environnementaux en eux-mêmes, donc ça évite un peu la confusion de terminologie, mais on parle vraiment pensez aux catégories donc érosion des sols, séquestration de carbone, etc., etc. Deuxième paragraphe, ensuite, la Cour est donc d'avis que les dommages causés à l'environnement ainsi que la dégradation ou la perte consécutive de la capacité de celui-ci de fournir des biens et des services sont susceptibles d'indemnisation en droit international. Cette indemnisation peut comprendre une indemnité pour la dégradation ou la perte de biens et de services environnementaux subis pendant la période précédant la reconstitution et une indemnité pour la restauration de l'environnement endommagé. Maintenant que la Cour reconnaît ça, et je voulais parler du deuxième point, je l'avais mentionné, que ce n'était pas la première fois qu'une instance internationale juridique, des instances politiques, mais juridiques, reconnaissait qu'on pouvait indemniser le préjudice écologique. Celle qui est la plus évidente, ou celle où le principe a été débattu avec le plus de vigueur, c'est la Commission d'indemnisation des Nations Unies. C'est quoi ça? C'est une commission qui avait été créée après la première guerre du Golfe. Donc, quand l'Irak a décidé d'envahir le Koweït et que le Conseil de sécurité a autorisé l'usage de la force, on a une coalition qui est venue essentiellement défendre le Koweït, et à la suite de cette guerre-là, le Conseil de sécurité a dit, l'Irak, pour tous les dommages que vous avez causés durant cette guerre-là, parce qu'il y avait eu, on avait brûlé plusieurs puits de pétrole, il y avait eu des déversements de pétrole dans la mer. Là, le Conseil de sécurité a créé une commission d'indemnisation, on a nommé des commissaires et a dit, il y avait un fonds qui avait été créé à partir des revenus sur le pétrole brut de l'Irak, et on va dire, cette somme-là va être utilisée pour indemniser les pays envers lesquels vous avez causé un préjudice. Donc, c'était surtout le Koweït, mais aussi l'Iran, l'Arabie saoudite, la Jordanie, tout ça. Et évidemment, ces pays-là ont réclamé des dommages plus concrets. Par exemple, j'ai perdu un puits de pétrole, etc. Mais il y a certains pays qui ont fait des réclamations basées sur des dommages environnementaux, notamment l'Arabie saoudite, parce qu'il y avait eu une marée noire qui s'était déversée dans certaines zones protégées. Et la Commission avait reconnu que ces préjudices-là pouvaient être indemnisés selon une méthodologie une méthode, je devrais dire, de frais de remplacement, donc plus la méthode qui avait été présentée par le Nicaragua. Mais même si la Commission l'avait reconnu, ça n'avait pas du tout eu le même impact parce que la Commission avait un mandat très limité, c'était un organe quasi judiciaire parce qu'il avait été créé par le Conseil de sécurité avec un mandat particulier. Disons que sa jurisprudence, on peut l'appeler ici, n'avait pas la même autorité que la Cour internationale de justice. Donc la Cour vient ajouter sa voix et vient confirmer ce principe-là en droit international. La troisième chose que je voulais vous parler sur les grands principes dégagés par la Cour, c'est, j'ai appelé ça principe de base, mais difficultés particulières et considération d'équité. Ce que la Cour va dire, elle va dire, oui, on peut indemniser le préjudice écologique, mais attention, les principes de base s'appliquent toujours. Il faut qu'on puisse prouver qu'il y a effectivement un préjudice. Il faut qu'on puisse prouver qu'il y a un lien de causalité
entre le préjudice et l'action illégale du pays, dans ce cas-ci, le Nicaragua. Et elle va dire, même si on applique les principes de base, on garde en considération qu'il peut y avoir des difficultés particulières avec l'évaluation des dommages environnementaux de par leur nature. Et on va faire preuve de certaines considérations d'équité en jugeant les dommages environnementaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la Cour dit essentiellement que ces deux points-là sont liés, c'est que des fois, c'est très difficile d'évaluer précisément le dommage. Et dans une cause de droit plus traditionnelle, si vous ne pouvez pas quantifier exactement le dommage et prouver chaque élément, ben, vous n'aurez pas le droit à cette réparation-là. Mais là, la Cour va dire, dans le domaine de l'environnement, oui, les principes de base s'appliquent, mais des fois, c'est très difficile et ça ne serait pas équitable de dire que, parce que c'est tellement difficile de quantifier précisément, que la partie qui subit le préjudice n'a pas le droit à réparation. Donc, la Cour va dire qu'il y a certaines considérations d'équité qui viennent jouer en ligne de compte dans le domaine de l'environnement. Bon, on se demande maintenant quelle méthode la Cour internationale de justice a adoptée. Bien, la Cour va se dire, premièrement, deux lignes directrices qui vont informer sa décision. On va dire, premièrement, le droit international ne prescrit aucune méthode d'évaluation particulière pour l'indemnisation des dommages causés à l'environnement. Et ça, c'est important parce que les parties avaient fondé, même le Costa Rica, dans son rapport, avait dit, bon, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui sont utilisées par exemple, le Programme des Nations Unies, d'autres sont utilisées par la Commission d'indemnisation, etc. La Cour va dire, ben, il n'y en a aucun qui est prescrit, c'est-à-dire il n'y en a aucun qu'on est obligé d'appliquer de par une règle de droit international. Et la Cour va dire que pour choisir la méthode appropriée, il faut tenir compte des circonstances et caractéristiques propres à chaque affaire. Donc, ça reste au cas par cas essentiellement. Et, basé sur ces deux considérations-là, la Cour va nous dire qu'elle n'adopte aucune des deux méthodes présentées par les parties. Et c'est pour ça que j'ai pris une image de... En fait, je googlais couper la poire en deux. Je réalise que normalement, on la coupe sur le nom. Mais j'essayais de changer l'image dans l'autobus ce matin. Finalement, on la coupe, mais ça vous démontre quand même ce que j'essaie de souligner, c'est que la Cour va dire elle s'abstiendra donc de choisir entre ces deux méthodes ou d'utiliser exclusivement l'une d'elles pour évaluer les dommages subis dans la zone humide protégée qui est située au Costa Rica. Elle empruntera cependant à l'une ou à l'autre chaque fois que leurs éléments offriront une base raisonnable d'évaluation. On va voir comment ça se matérialise en pratique. Après avoir dit que, bon, j'utilise aucune des méthodes, je vais prendre un petit peu ce qui m'intéresse dans chacune des méthodes, elle va procéder avec l'évaluation. Comment elle va faire? Bien, elle va dire, premièrement, le Costa Rica demande simplement compensation pour 6 biens et services. Donc, je vais prendre ces 6 biens et services-là. Et, dans un premier temps, je vais demander, est-ce qu'il existe vraiment un dommage par rapport à ces 6 biens et services-là? Et s'il existe un dommage, c'est seulement là que je vais me pencher sur la méthode à appliquer. Parce que les parties, comme je vous disais, le Nicaragua avait contesté même qu'il existe dommage pour 2 des catégories. Donc, lorsqu'on regarde le dommage, on parle de l'existence du préjudice et du lien de causalité avec les activités du Nicaragua. À la première étape, à savoir si pour les 6 catégories, il y avait vraiment un dommage, elle va conclure qu'il y en a 2 d'entre eux où la preuve ne permettait pas de déterminer qu'il y avait eu un préjudice. Et ces 2 postes-là, c'est l'atténuation des risques naturels et la formation du sol ou de la lutte contre l'érosion. C'est pas, et encore là, c'est important dans un contexte de litige intéressant, c'est pas que nécessairement il n'y avait pas de préjudice, mais c'est que le Costa Rica n'avait pas peut-être soumis la preuve suffisante ou la preuve nécessaire pour prouver ce préjudice-là. Oui? Les juges, ils s'appuient sur des experts externes pour prendre ces décisions-là, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas les compétences pour juger des méthodes qui sont proposées. Donc, vers qui ils se retournent? C'est une très bonne question, parce que c'est comme moi, moi je fais du droit international et je fais du droit de la responsabilité, donc les conséquences qui émanent de violations. Je ne suis pas un expert en méthodologie, comme je le disais, je suis convaincu que vous êtes tous plus compétents que moi. Mais dans la tradition des litiges, c'est que les 2 parties amènent leur expertise et la Cour doit trancher, elle, sur la base de sa propre compréhension des rapports. Et souvent, il y a
ça c'est un commentaire plus général qui s'applique à la fois dans droit interne, mais il peut y avoir une confrontation entre la connaissance scientifique et le juridique lorsqu'il interprète ces connaissances juridiques-là. Parce que c'est pas savoir qui a la meilleure connaissance, la meilleure rapport. Parfois, c'est aussi comment sont présentées les conclusions, comment on peut argumenter. Des fois, on peut convaincre un juge, même si au niveau de la science, on n'est pas le plus solide. Mais c'est intéressant parce que vous allez voir à la prochaine slide que la cour coupe la poire en deux et n'a pas vraiment de méthode. Sa méthode est un peu, vous allez voir ce qu'elle fait, et ça reflète un peu, justement, les limites de la connaissance technique de la Cour. Par contre, la Cour est experte à évaluer, disons, la preuve. Et ici, c'est ce qui s'est passé, c'est que pour ce qui est l'atténuation des risques naturels, donc les inondations, les eaux salées, le Costa Rica n'a pas démontré que la zone touchée ait, du fait d'un changement de ses caractéristiques écologiques, perdu sa capacité d'atténuer les risques naturels ou que pareil service ait été dégradé. L'un des éléments particuliers, c'était que la végétation s'était reconstituée très rapidement dans les deux canaux. Donc, pour ces éléments-là, on n'avait pas amené la preuve. C'est la même chose pour la lutte contre l'érosion, parce que ici, les parties, le Nicaragua admettait qu'il avait enlevé presque, je ne me rappelle plus c'était quoi la quantité exacte lorsqu'il avait fait du dragage, mais en l'espace d'1 an et demi, 2 ans, les canaux avaient été complètement remplis de sédiments, parce que c'est une rivière qui amène énormément de sédiments. Et là, on s'était dit, il ne peut pas y avoir un impact sur l'érosion parce qu'immédiatement, ça s'est rempli de sédiments. Le Costa Rica avait dit, oui, mais c'est pas le même type que, le sol n'est pas de la même qualité que celui qui était là avant, qui avait plusieurs caractéristiques. Et là, la Cour a dit, oui, mais vous n'avez pas amené la preuve de quelles étaient les caractéristiques du sol avant et après. Donc, on ne peut pas conclure qu'il y a vraiment eu un préjudice à ce niveau-là. Donc, pour ces deux postes-là, pour ces deux catégories-là, la Cour dit non, il n'y a pas de preuve du préjudice. Pour les 4 autres, dont celle qui nous intéresse, la régulation du gaz, la Cour va dire, et de façon très laconique, c'est le seul paragraphe, la Cour va dire, elle considère que la dégradation ou la perte de ces 4 catégories de biens et services est établie et qu'elle est la conséquence directe des activités du Nicaragua. Oh, je vois que mon temps... J'en pense maintenant à, maintenant qu'on évalue le préjudice, on l'évalue. Là, la Cour va dire, comme elle avait dit, elle ne va pas prendre la méthode du Nicaragua ni celle du Costa Rica, elle va dire, la méthode du Costa Rica, la Cour éprouve quelques doutes quant à la fiabilité de certains aspects de la méthode. Quant à celle du Nicaragua, elle va dire, ça ne reflète pas vraiment la valeur des biens et services, parce qu'ici, on est dans une zone humide protégée par une convention internationale. Ce n'est pas la même chose que le programme gouvernemental qui touche d'autres zones du territoire costaricain. Et donc, elle va conclure que pour estimer les dommages environnementaux, il convient d'appréhender l'écosystème dans son ensemble en procédant à une évaluation globale de la dégradation ou perte des services environnementaux avant la construction, plutôt que d'attribuer une valeur à telle ou telle catégorie de biens et services. Et ça, c'est vraiment ironique parce que si le Costa Rica, par exemple, avait dit dans ses plaidoiries, nous, on ne va pas quantifier chaque catégorie, on va vous demander globalement, là, la Cour a clairement dit, non, c'est pas assez précis. Mais parce que c'est la Cour, elle peut dire, je n'aime pas les deux méthodes, fait que je vais faire une évaluation globale. Pourquoi une évaluation globale? Elle nous donne 4 raisons qui ne sont pas nécessairement convaincantes. Ça, c'est la seule chose qui me entend lorsque je parle d'une évaluation globale. Elle va nous dire, oui, il y a 4 services qui sont affectés, mais ce qui est le plus important ici, c'est vraiment qu'on a abattu 300 arbres. Et les autres services, ils découlent plus ou moins de ce préjudice principal. Et l'évaluation globale permet de rendre compte de la corrélation existante entre l'abattage des arbres et les préjudices subis aux autres. Ensuite, elle nous dit que l'évaluation globale, c'est mieux pour tenir compte particulièrement de la zone humide en question, qui est une zone humide protégée internationalement. Et ensuite, elle nous dit que l'évaluation globale est appropriée et elle doit être utilisée parce qu'elle permet à la Cour de tenir compte du fort potentiel de régénération de la zone endommagée.
C'est surtout le quatrième point conclu en nous disant, bon, ça, c'est les 3 raisons pourquoi j'adopte une évaluation globale. C'est pas très convaincant en soi, mais il nous dit que c'est surtout aussi parce qu'elle avait de la difficulté à établir une période de reconstitution des services environnementaux touchés. La Cour nous dit, ben, il y a différentes choses qui ont été affectées ici, et c'est difficile de trancher entre le 20 ans, 30 ans que le Nicaragua nous dit, entre le 50 ans. Les différents services ont une période de reconstitution différente, et donc une évaluation globale peut mieux répondre à cet aspect-là. Au final, la Cour va tout de même revenir faire quelques commentaires sur l'analyse corrigée. C'est quoi l'analyse corrigée? C'est, je vous disais que le Nicaragua avait présenté sa propre méthode, les frais de remplacement, mais avait aussi attaqué la méthodologie du Costa Rica, celle de les services écosystémiques, en disant, même si on adopte ça, il y a plusieurs failles dans l'application, et donc elle a présenté sa propre analyse corrigée suivant cette méthode-là. La Cour va dire, ben, il y a quelques éléments intéressants, mais elle va critiquer les critiques du Nicaragua. Elle va dire, bon, le Nicaragua avait présenté ses frais de remplacement, mais avait aussi dit que si on adoptait les services écosystémiques, il y en venait un total de 84 000. Ben, il y a certains éléments de ça qui sont intéressants. Elle n'élabore pas beaucoup. Là. Je sais que j'ai l'air de... Bon, je résume grossièrement, mais elle n'élabore pas du tout... donc, c'est ça tient en un seul paragraphe. Et elle vient conclure. Au dernier paragraphe, vous allez voir qu'il y a des principes dont on a discuté qui reviennent, qui refont surface. On va dire qu'elle rappelle, comme elle l'a souligné plus haut, l'absence de certitude quant à l'étendue des dommages n'exclut pas nécessairement l'octroi d'une somme, selon elle, qui reflète approximativement la valeur de la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux. Dans la présente affaire, la Cour, tout en retenant certains éléments de l'analyse corrigée, estime raisonnable d'ajuster aux fins de son évaluation globale le montant, et elle va venir accorder une somme totale de 120 000 US pour les 4 services. Mais elle ne vient pas nous dire, bon, est-ce que la régulation des gaz, c'était plus ou moins? Est-ce que l'écosystème, c'était plus ou moins? Et je vous ai fait un petit tableau récapitulatif ici. La position originale du Costa Rica, on avait 6 services dont on réclamait le préjudice. Je vous ai identifié, au niveau des gaz à effet de serre, on avait quantifié ça à 937 000. Et au total, pour les 6, on demandait 2 823 000. Le Nicaragua, lui, disait, ben non, il y a juste 4 services affectés. Dans son analyse corrigée, il disait, ben, si on adopte vraiment une bonne valeur de transfert, on va en venir à une valeur de 47 000. Et au total, il disait que c'était 84 000 avec l'approche corrigée, mais si c'était le coût de remplacement, on en était à 34 000. Et la Cour va dire, ben, effectivement, il y a juste 4 services qui vont être dédommagés. On ne sait pas là-dedans la proportion que joue la régulation des gaz, et ça me donne environ 120 000 ce qui est, si vous comparez ce qui était demandé par le Costa Rica, proche de 3 millions, c'était offert par le Nicaragua, 84 000, on se retrouve, disons, plus proche des prétentions du Nicaragua sur ce point-là. Je vois que le temps me manque, mais je voulais finir avec quelques réflexions critiques. Premièrement, la méthode, point d'interrogation. Ben, ça résume assez bien que ce que la Cour a fait, c'est oui, elle a établi des principes importants, mais en termes pratico-pratiques, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Parce que la Cour nous dit, ben, la méthode va dépendre des circonstances, etc., mais elle ne nous offre pas beaucoup de lignes directrices à savoir quelle méthode appliquer dans quelles circonstances. Elle nous dit simplement que ça va varier d'une circonstance à l'autre. Ensuite, deuxième point à retenir, c'est flexibilité et équité, oui, mais on n'est pas dispensé de prouver le dommage ou disons des critères de base, et ça revient aux 2 services que la Cour a dit, ben, il n'y a pas assez de preuves ici. Vous auriez dû nous montrer comment était la composition du sol avant et quelle était la composition après. Donc, même si on a une flexibilité, même si on accepte des principes d'équité, les parties sont quand même tenues à un fardeau de preuves assez élevé. Question sur la régulation des gaz. Ça, c'est très important. Et pourquoi j'ai mis ces 2 juges-là, c'est que vous vous rappelez de l'argument de la critique du Nicaragua qui disait que, oui, même s'il y a un préjudice au niveau des gaz à effet de serre, c'est un préjudice qui est vécu par l'ensemble de la planète et le Costa Rica a le droit à une infime partie. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour va dire, bon, montant global, mais ne répond jamais à cet argument-là. Ne va jamais dire si oui ou non,
un État a le droit à la compensation totale ou seulement une fraction minime de cette compensation-là. Et ça, c'est un élément de mystère qui reste, mais il y a deux juges. Comment ça fonctionne? À quoi intéressant, c'est que la Cour, comme entité, rend un jugement, un peu comme au Canada, la Cour suprême rend un jugement, et là, il peut y avoir des opinions dissidentes. Et on a deux juges qui, eux, ont abordé la question précise de la régulation des gaz. Le juge Dugar, un juge sud-africain, et je vais tenter de finir avec ce point-là et ce point-ci, c'est que le juge Dugar va dire la Cour a manqué vraiment une opportunité de s'inscrire dans un mouvement global qui tente d'aborder la question des changements climatiques. Elle dit que le juge critique la Cour de ne pas avoir dit clairement qu'un État peut demander réparation pour l'ensemble du préjudice subi lorsqu'il y a perte de séquestration de carbone. C'est quoi le raisonnement du juge? Ben, le juge va dire, et c'est vraiment intéressant parce qu'il va fonder son opinion sur l'accord de Paris. Il dit, écoutez, autant le Costa Rica que le Nicaragua sont partis à l'accord de Paris. Ces deux États-là ont des cibles qui se sont imposées eux-mêmes, et donc ça serait inconcevable de dire que lorsqu'un puits de carbone est perdu sur le territoire du Costa Rica, il y a seulement droit à une infime partie. Non, avec l'accord de Paris, on est venu individualiser les obligations. De facto, donc, le Costa Rica a le droit à l'ensemble de la réparation pour ce poste de préjudice-là. Mais on a le juge russe, le juge Gevorgyan, qui, lui, vient dire le contraire. Lui, il a jugé avec la majorité, mais c'est pas une opinion dissidente, c'est une déclaration. Il vient dire, moi, mon interprétation du jugement de la Cour, c'est que c'est un montant global de 120 000 et qu'un État, généralement, ne peut pas réclamer plus qu'une fraction du préjudice lorsque on parle de séquestration, de préjudice subi en matière de séquestration de carbone. Dernier point aussi, c'est qu'il y a, je mets dommage punitif, c'est que il y a certains juges aussi qui voulaient pousser l'analyse plus loin. Ça ne fait pas partie du jugement, mais ils voulaient dire c'est tellement grave les dommages en environnement qu'il ne faut pas seulement regarder comment on compense la perte des services, mais il faut pouvoir aussi avoir l'option d'imposer des dommages punitifs, c'est-à-dire au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer le préjudice subi. Et c'est intéressant parce que le juge indien, notamment le juge Bandari, va dire l'environnement, c'est notre valeur commune, c'est le grand défi du 21e siècle. Et donc, il faut pouvoir dissuader, il ne faut pas seulement réparer, mais il faut dissuader les gens de causer des dommages, les États de causer des dommages. Et donc, il souhaite voir le droit international évoluer pour permettre l'imposition de dommages punitifs. Mais encore une fois, ça ne fait pas partie du jugement, ce sont des opinions, disons, individuelles qui pourraient tout de même être utilisées dans le futur pour faire évoluer le droit international dans cette direction-là. Sur ce, je vous remercie beaucoup et je suis désolé d'avoir étendu un petit peu mon temps. La période des questions. Merci beaucoup, Bruno, pour la présentation. Je pense qu'on a tous beaucoup appris sur le droit aujourd'hui. Je vais aller avec Patrick. Très bonne présentation, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur le rôle de la Fondation Néotropica. Je ne connais pas cette fondation-là, donc son statut, mais j'imagine qu'elle en a un statut, et puis elle doit avoir soit des actionnaires ou une assemblée de membres ou des propriétaires. Puis comment une telle fondation, lorsqu'elle est appelée en cours comme ça, comment elle a réussi à y aller d'un jugement dégagé totalement de qui elle relève? Est-ce qu'il y a des enjeux liés à ça? Puis comment elle est choisie aussi par les instances en cours? Est-ce qu'on répond, genre? Est-ce qu'on peut peut-être prendre les trois questions, s'il y a des questions qui se préoccupent, après ça, tu vas faire une réponse? Ouais. Comme ça? Mais ça va faire un fait de jurisprudence, le fait que justement on ne puisse pas attribuer ou dédommager le Costa Rica pour remplacer les dommages. C'était moins une question qu'un commentaire, en fait. Pour les gens qui s'intéressent au service écologique, c'est pas une surprise de voir le Costa Rica pousser ce concept de l'avant, parce que c'est reconnu comme un des pays qui a été le plus loin dans l'utilisation de ce concept. Je suis personnellement même un peu déçu qu'il n'ait pas vraiment eu gain de cause, mais en fait, pour rebondir sur le commentaire de ma collègue qui l'a fait précédemment,
Moi aussi, je me pose la question, comment se fait-il qu'ils se soient basés sur un organisme de leur pays? Je ne remets pas en cause leurs compétences, je ne les connais pas, c'est sûrement très bien, alors qu'il existe en effet un groupe d'experts international sur la biodiversité et les services écologiques qui a été fondé, créé il y a à peu près une dizaine d'années, qui est un peu l'équivalent du GIEC, du PCC, mais pour la biodiversité, qui est sûrement, qui, il me semble, au vu de la Cour internationale de justice, serait probablement un organisme très crédible, d'autant plus qu'il a été créé sous les auspices des Nations Unies, mais je ne me rappelle plus de l'UNEP, je crois, je ne suis pas vraiment sûr de ça. Et donc là aussi, je me pose la question, comment se fait-il que finalement leur expertise n'ait pas été mise de l'avant, au moins par le Costa Rica, parce qu'il me semble que ça va vraiment dans le même sens que ce qu'ils voulaient pousser. Et puis juste pour terminer, petite parenthèse, au Québec, il y a eu une évaluation économique des services écologiques des milieux humides dans la zone au sud de Montréal. Et puis c'est amusant de voir, même si ce n'est pas du tout les mêmes écosystèmes, de voir que les valeurs à l'hectare annuel convergent vers celles qui sont données par le Costa Rica, parce que de mémoire, je me rappelle que les zones humides dans les bassins versants du sud en Montérégie variaient entre 11 000 et 14 000 ou 15 000 $ canadiens. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus faible, mais on est dans le même ordre de grandeur que ce qui est mentionné par le Costa Rica, et pas du tout par ce qui est mentionné par le Canada. Mais bon, on s'entend que c'est pas comparable, c'est juste parce que je trouvais qu'il y a quand même une certaine convergence intéressante, et puis ça confirme ce qu'on trouve dans la littérature. C'est vraiment ce genre de valeur qui est observé. C'est pour ça que je suis un peu déçu de cette décision. Évidemment, j'avais pas mon mot à dire. Ben, je vais répondre à votre question, ensuite grouper les deux questions sur l'expertise de la Fondation. À la réponse, est-ce que ça va faire jurisprudence? Ben, il y a deux réponses. Les principes directeurs, oui, mais à la question spécifique de savoir si un État qui subit un préjudice qui va affecter et puis qui avant peut réclamer pour l'ensemble du préjudice, la réponse c'est non, parce que la Cour n'a pas vraiment déterminé la question précisément. Donc, sur cette question-là, la question est encore ouverte. Je veux dire, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Parce que de par la méthodologie que la Cour a utilisée, la valeur totale, et de par l'absence de prononcer sur cette question-là particulièrement, la question demeure ouverte. Donc, sur ça, on n'a pas encore une décision précise. Il va falloir attendre le développement de la jurisprudence. Sur la Fondation et sur comment ça se passe, c'est intéressant parce que, premièrement, sur l'ordre de grandeur, lorsqu'on parle de 14 982 hectares, en fait, le Nicaragua disait, ils attaquaient la méthodologie, c'était une thèse de master, c'était non publié. Mais le Nicaragua disait aussi qu'il y avait plusieurs autres publications qui évaluaient, qui donnaient des valeurs plus basses je pense que c'était entre 4 000 et 12 000, donc différentes études, une aux Philippines, une en Thaïlande, etc. Et il reprochait au Costa Rica d'avoir pris non seulement une thèse non publiée, mais aussi celle qui prenait la valeur la plus haute, et sans expliquer pourquoi il prenait celle-là plutôt qu'une autre. Mais, disons que pour le Costa Rica, on peut ça justifier de par la situation géographique de l'étude. Maintenant, pour ce qui est de la Fondation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux options. Généralement, en litige, les parties engagent leurs propres experts. Donc, le Costa Rica avait engagé cette fondation-là. Ils se fondaient notamment sur leur expertise qu'ils avaient développée en droit costaricain. Le Nicaragua avait ses propres experts, une professeure dont le nom m'échappe, mais qui avait travaillé notamment pour la Commission d'indemnisation des Nations Unies. Et donc, il y a cette idée-là de confrontation. Chacun amène son expertise. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu utiliser un groupe d'experts? Ben, la question, c'est de savoir, est-ce que le groupe d'experts aurait voulu se prononcer dans un litige qui oppose deux États? Le GIEC, justement, s'en prend comme... Il veut garder une certaine indépendance. C'est un peu... je connais pas très bien ce groupe-là, mais il y a cette question-là. Surtout si on est engagé par l'une des parties au litige. Mais ça me permet de faire un commentaire intéressant sur la pratique de la Cour internationale. On voit que cette pratique-là, où les deux parties amènent leurs experts en une guerre d'experts, c'est un modèle, mais il y a un autre modèle, où c'est le tribunal lui-même, la Cour, qui peut nommer un expert indépendant.
Et là, ça aurait pu être un groupe, disons, plus reconnu qui forme au sein des Nations Unies, mais c'est très rare et la Cour a vraiment n'a utilisé cette possibilité qu'une seule fois dans un cas de droit maritime. Et il y a plusieurs personnes qui poussent pour qu'on aide un modèle de confrontation, chacun son expert, à un modèle où c'est le tribunal lui-même qui engage un expert qui peut vraiment l'aider plutôt que de se confronter avec un autre expert. Expertise, je dirais, pour ce qui est aussi de la Fondation Néotropica, je ne peux pas dire comment elle est régie nécessairement avec un conseil d'administration, tout ça, mais eux, ils étaient très contents de pouvoir, disons, participer parce que ils avaient fait des choses semblables au Costa Rica. Ils avaient fait des soumissions des argumentaires devant le tribunal administratif de l'environnement, donc ils avaient développé une certaine expertise. Et ce que le Costa Rica dit, c'est qu'il veut essentiellement tabler sur cette expertise-là en disant, ben, nous, c'est un groupe qui a fait ses preuves en termes scientifiques, et évidemment, ils font une revue de la littérature, et donc ils ont une certaine expertise. Ils voulaient bénéficier de cette expertise-là, et le Costa Rica a, disons, choisi son expert en conséquence. Ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre, mais ils ont choisi pour... En fait, c'est difficile de juger pourquoi, mais c'est surtout à cause de leur expertise, je dirais. Ouais. Désolé si ça ne répond pas totalement, mais je vais regarder, il y a des gens qui sont en ligne, puis il y a la possibilité de poser des questions en ligne aussi. On va aller voir en ligne. Oui. Dans le fond, au début, tu parlais des valeurs d'usage direct et ou tangible et intangible, mais il y a la valeur de non-usage aussi. On pourrait imaginer, notamment, tu parlais de son site Ramsar. Oui. Et juste le fait d'avoir ce site-là, c'est une valeur, si on veut, pour la planète. Est-ce que ça a été évoqué dans le jugement, ce type de valeur-là, ou pas du tout? Pas dans le jugement. Le rapport de la Fondation en fait état. Ils ont même un beau petit graphique. Mais à la fin, dans leur évaluation pécuniaire, ils ont pas retenu, mais ils en font état. C'est quand même un rapport assez étoffé. Donc, je dirais que c'est plutôt un choix stratégique de leur part qu'une omission scientifique. Ouais. Il n'y avait pas de questions en ligne. Donc, si les gens en ligne veulent poser des questions, ils sont encore temps. On va prendre un autre 4 minutes maintenant. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a eu, ça a ouvert la porte à d'autres conflits? Est-ce qu'il y a de nouveaux dossiers qui ont été ouverts sur cette... Pas encore, parce qu'il faut dire que c'est assez récent. C'est février 2018. Il faut aussi faire une distinction. Il faut à la base qu'il y ait un fait internationalement illicite qui crée le dommage. Et il faut ensuite qu'il y ait un tribunal international qui ait compétence. Donc, pour que les conditions soient réunies, ça prend quand même... c'est pas tous les jours. Et je veux faire la distinction entre... C'est quelque chose... Je voulais faire cet aparté-là même au début, mais par exemple, c'est pas un État qui dit à un autre État, tu as violé ton obligation en matière d'émissions de gaz à effet de serre en vertu de l'accord de Paris. Non, c'est vraiment des dommages qui émanent d'un autre fait. Ici, celui d'avoir violé la souveraineté du Costa Rica en arrachant les arbres. C'est différent parce que, par exemple, l'accord de Paris a son propre mécanisme, l'article 15. Alors, c'est différent. On ne pourrait pas appliquer les mêmes... transposer la même logique lorsque des accords en matière d'environnement, en matière de changement climatique ont leur propre mécanisme de règlement des différends, on pourrait l'appeler comme ça. Mais à ma connaissance, non, on n'en a pas, mais ce jugement-là a quand même généré, je dirais, un intérêt particulier dans le domaine du droit de l'environnement. Mais quand je dis intérêt, bon, il y en a qui le célèbrent parce qu'ils posent des principes forts. Oui, le préjudice écologique est répandu. Mais il y en a d'autres, j'en suis, qui disent que si on le regarde, si on essaie de regarder plus précisément, il y a plusieurs choses, plusieurs questions, notamment la méthode, notamment la question de la régulation des gaz qui reste, qui demeure incertaine, et la Cour aurait pu aller plus loin. Je me range surtout, si j'ai à prendre position avec le juge du gaz qui dit, écoutez, la Cour avait une opportunité en or d'établir des principes, d'aller plus loin, notamment avec la régulation des gaz, et en se fondant en important un peu la logique de l'accord de Paris, et elle ne l'a pas fait, et j'ai la citation aussi, le juge dit, les gens vont, à contrario,
présumer un peu que la Cour n'a pas voulu rentrer dans ce débat-là. Si je lis le paragraphe, celui-là n'a pas été traduit, c'est en anglais, je m'en excuse, mais le juge, il finit, c'est le dernier paragraphe, il dit « This is the first occasion that the International Court of Justice has addressed this issue, les changements climatiques. In an age of serious debate about the means to be employed to combat climate change, it is inevitable that close attention will be paid to the pronouncement of the court on this subject. The failure of the court to address this matter will be interpreted as an unwillingness on its part to join the global consensus determined to combat climate change. » Donc, c'est pas juste que la Cour s'est pas prononcée, puis bon, c'est ça, c'est que lui, il dit, ben, parce qu'elle ne s'est pas prononcée, c'est comme si elle avait pris position et qu'elle ne s'était pas positionnée dans ce consensus global où on essaie de développer des normes juridiques pour encadrer la lutte au changement climatique. Juste un commentaire. Je trouve que c'est fascinant comme présentation et du point de vue scientifique, ben, ça incite à faire publier par les pairs les travaux de clairement, et aussi à publier des études méthodologiques, même s'ils sont souvent dans des contextes comme ça, des produits écologiques souvent très locales, mais il y a un intérêt à ce qu'elles soient dessinées dans le vaste monde parce que sinon, c'est vrai que les résultats sont décevants. C'est un pays qui reçoit une poignée de change. Ils l'ont reçu d'ailleurs, la poignée de change? Oui, alors la Cour, ça c'est une bonne question parce que normalement, les jugements sont obligatoires, tout ça. Et là, la Cour a même dit, si vous ne payez pas le 120 000, le 120 000, ben c'est pas juste 120 000, puis comme je disais, ça c'est juste dommages environnementaux, mais il y avait des dommages aussi sur les carburants, les autres choses. Ben, si vous ne payez pas ça d'ici une telle date, il va y avoir des intérêts de 6%. Alors, le Nicaragua a payé, effectivement. Mais c'est intéressant même parce que même dans le débat, vous parlez de faire publier tout ça, le Costa Rica, évidemment, comme je disais, faisait une revue de la littérature, tout ça, et citait certains auteurs en disant, ben, ils adoptent telle méthode, tout ça. Et là, le Nicaragua, lui, dans son expertise, disait, mais tels auteurs cités ne prennent pas exactement cette position-là, c'est plus nuancé. Et là, dans sa réplique, le Costa Rica est allé voir certains professeurs, dont un à l'Université nationale d'Australie, tout ça, pour leur demander d'interpréter eux-mêmes leurs travaux, si vous voulez, pour clarifier la situation. Et donc, c'est intéressant, encore une fois, pour revenir aux commentaires, la dynamique d'échange entre le monde juridique, qui exige un certain cadre, une certaine preuve, et le monde scientifique, où on ne sait pas des fois ce qu'on écrit dans un article publié va être sujet à interprétation par deux parties qui se battent devant la Cour internationale de justice. Oui? Question. Moi, comme beaucoup de gens, j'imagine ici, l'écologiste en moi est très content que ce genre de poursuite soit possible, premièrement, puis que tout ça se formalise et qu'il y ait un cadre qui se définisse. Mais quand même, quelque chose qui me surprend, et ça connecte au concept de poignée de change, là, même le 2,8 millions au niveau des États, c'est vraiment rien. Ce qui me surprend, il me semble, moi, s'il y avait des soldats qui venaient dans mon pays, qui prenaient une partie du territoire, l'odieux éthique du non-respect de ma souveraineté serait tellement important par rapport à des montants comme ça, qu'il me semble, j'irais tout sur le punitif lié à cet odieux éthique. Je dirais, regardez, vous avez amené des soldats chez nous, c'est une menace à notre sécurité, c'est 250 millions en punitif. Puis ça, oui, t'en discutes à côté, mais je veux dire, je suis surpris que, même si je suis content que tout ça... Oui, je comprends. Très surpris. Mais c'est un très bon point que vous faites, et je dirais que c'est vrai, moi, c'est un réflexe naturel. Pour la Cour, c'est exactement le contraire. Elle va dire, vous savez, des violations comme ça, mais premièrement, il faut savoir une chose, c'est que la Cour va présumer la bonne foi du Nicaragua, même si... et va dire, écoutez, vous avez mis des camps militaires, mais c'est parce que vous pensiez que c'était votre territoire encore. Dans la phase de 2015, là, c'est pas juste qu'un pays envahit l'autre, comme, mettons, l'Irak, le Koweït. C'est qu'ils disaient, eux, ils pensaient vraiment dans leur argument que ça, c'était l'ancien canal, là, dans l'ancien traité, et que ça leur appartenait. Donc, eux, ils disaient, nous, on établit juste des camps sur notre petit territoire. Ils ne sont pas allés là où c'était clairement du cas. Et donc, la Cour, elle va dire, non, ça, c'est au Costa Rica, et elle va, dans son jugement, dire que la réparation appropriée, lorsqu'on établit un camp militant, c'est une déclaration
une simple déclaration. La Cour dit qu'il y a eu violation de la souveraineté de par les camps militaires et le fait de le déclarer dans un jugement solennel international, c'est une réparation suffisante. Alors, mais au contraire, c'est les dommages concrets environnementaux qui, eux, justifient qu'on s'attarde à la méthodologie. Alors, c'est un peu le contraire, parce que, imaginez, les dommages environnementaux, c'est difficile à quantifier, mais comment on quantifie un affront à sa souveraineté? Tu sais, c'était des camps militaires, c'était une petite tente avec 2 bûcherons, là, c'était pas... mais comment on quantifie ça? Alors, souvent, en droit international, les cours vont se contenter de dire, pour des dommages comme ça, vont déclarer. Vous avez agi légalement, et ça, c'est comme, disons, une façon de montrer au monde que oui, il y avait un État qui était dans le tort et l'autre qui avait raison. Et c'est plutôt pour les autres types de dommages qu'on va s'attarder aux détails techniques un peu. Moi, je voulais juste amener, j'ai vu dernièrement que le Costa Rica avait peut-être ce seul moyen-là pour lutter pour sa souveraineté, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de temps, ils ont fait le choix de ne pas avoir d'armée. Parce que, enfin, moi, j'ai lu dans un article, qu'étant un petit État, ils ont fait le constat que de toute façon, c'était des fonds qu'ils allaient mettre, et que si on les envahissait, ils n'auraient jamais les moyens de lutter. Donc, ils ont préféré mettre leur argent dans ce qui est environnemental et écologique. Et donc, d'après ce que j'ai lu, ils n'ont pas d'armée. Non, ils n'ont pas d'armée, mais parce qu'il y a une entente avec les États-Unis, tu sais, ils sont envahis, c'est les États-Unis qui vont On pourrait dire que, heureusement, ici, la Cour, tu sais, je vous parlais de la Charte des Nations Unies qui établit la Cour, c'était à la base pour éviter qu'il y ait des guerres. On disait, on veut des moyens pacifiques de règlement des différends. Alors ici, on peut quand même se réjouir que le Costa Rica, même s'ils n'avaient pas d'armée, au lieu de, je sais pas moi, d'envoyer leurs propres militaires pour essayer d'enlever le camp, d'empêcher les opérations de dragage des canaux, ils se sont dit, nous on va aller devant la Cour internationale qui est le moyen juridique, le moyen pacifique, au lieu d'escaler un litige, oui, merci, pardon, au lieu de gonfler artificiellement ou de façon plus non pacifique un litige comme celui-ci. Il est fort, fait qu'on a dépassé grandement le temps qui est alloué. Mais si en fait, je vais continuer à discuter, vous êtes libre de rester. Je veux juste garder les gens qui ont d'autres choses dans leur On peut